Bonjour à tous, merci. En fait, je cherchais ces deux jeunes hommes qui finalement créent de la disruption. Alors, il y en a un qui embête les hôtels et il y en a un qui embête les taxis. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'ils font, quel est leur intérêt à embêter ces corporations et comment justement on arrive, on crée un nouvel écosystème à travers, je dirais, des industries qui sont peut-être vieillissantes, qui n'ont pas forcément l'agilité que vous avez. Donc juste déjà dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter, Nicolas, Pierre-Dimitri ? Oui, bonjour, Nicolas Ferrari, je suis directeur France pour Airbnb. Bonjour. Donc toi tu embêtes les hôtels. Écoute, c'est toi qui le dis. Non, nous, on voit effectivement notre modèle, donc Airbnb. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Airbnb. Airbnb est une plateforme qui met en relation des hébergeurs qui ont un logement à proposer, soit une chambre chez eux, soit un hébergement entier, avec des voyageurs qui cherchent ce type d'hébergement. Nous, on voit notre modèle comme un modèle disruptif parce qu'en fait, on apporte une nouvelle capacité, une capacité supplémentaire d'hébergement et on répond surtout à une demande nouvelle, à savoir le fait de vouloir voyager différemment. Le voyage s'est beaucoup démocratisé, les gens voyagent de plus en plus et aujourd'hui, on recherche plus une expérience que juste visiter une ville, ses monuments, ses musées. Et donc, Airbnb participe de cette nouvelle expérience. Merci. Voilà, et donc moi je suis Pierre-Dimitri, je m'occupe de la France et de l'Europe du Nord chez Uber, et donc en 2 mots, Uber c'est une société qui vient de San Francisco comme Airbnb, dont le modèle est le suivant, c'est une application mobile que vous pouvez télécharger sur iPhone, Android, etc., qui vous permet de commander non pas un taxi mais un chauffeur privé. Et donc la disruption en ce qui nous concerne, c'était finalement de dire, on constate dans beaucoup de villes dans le monde, il y a un milieu du taxi qui est un milieu très souvent fermé. En France, vous avez par exemple un numerus clausus. Et à côté de ça, vous avez une flotte de transporteurs privés qui historiquement se caractérise par un concept de réservation préalable. Donc typiquement, ce sont les hôtels qui vont réserver des limousines pour aller amener des clients à l'aéroport, etc. On constate que toute cette flotte de transporteurs privés, elle est sur un mode de fonctionnement qui est très inefficient. Qui est effectivement 2-3 réservations dans la journée et qu'aujourd'hui la technologie permet de mettre ces gens-là au service du grand public sur un modèle beaucoup plus dynamique. Et donc l'idée derrière Uber est de dire on va aller voir des prestataires de transport privé et on va proposer à ces gens-là une technologie qui va leur permettre de se mettre en temps réel sur une plateforme dynamique qui se matérialise par l'application iPhone, Android, etc., qui va leur permettre d'accepter des courses et de finalement amortir leur véhicule sur un nombre de courses beaucoup plus élevé. Et donc c'est ça un petit peu ce qui est assez nouveau dans le modèle, et c'est finalement d'aller sur un marché, le marché du taxi entre guillemets ou du transport de personnes qui est extrêmement réglementé, et de dire finalement on se rend compte qu'il y a une demande qui est insatisfaite, notamment dans des villes comme Paris, et on va tout faire pour essayer d'apporter des nouveaux véhicules, d'apporter des nouveaux chauffeurs sur ce marché-là pour servir un plus grand nombre de personnes. Merci. Alors, petit cocorico, il paraîtrait que vos 2 entreprises voient la France comme un marché très important, prépondérant. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça ? Oui, c'est vrai que la France est un gros marché, un des plus gros marchés pour Airbnb. Alors, on a ouvert nos bureaux en France en février 2012, et c'est vrai que Airbnb et l'économie collaborative de façon générale ont vraiment le vent en poupe en France. Il y a une vraie... on voit vraiment que les Français sont attachés à ces nouveaux modes de consommation, ces nouveaux modes d'économie. Donc on le voit avec Uber et Airbnb, mais on le voit aussi parce que beaucoup d'entreprises de la consommation collaborative naissent en France. Et donc la France est assez en avance par rapport aux autres pays européens sur ce secteur-là. On le voit avec Blablacar dans le covoiturage, on le voit avec le car sharing, on le voit avec la location d'objets entre particuliers. Enfin, on le voit dans plein de domaines différents, la France est plutôt en avance. Voilà, et de notre point de vue, Uber s'est lancé à Paris en décembre 2011, donc il y a presque 2 ans. Aujourd'hui, Paris est le plus gros marché en dehors des 5-6 grosses villes américaines pour Uber. Et je pense qu'il y a essentiellement une raison structurelle, qui est de dire que Paris est un carrefour touristique. Il y a 27 millions de touristes par an à Paris et qu'il y a une offre de taxi qui est très insuffisante par rapport à ces flux, aux habitants, à la taille de la ville. Donc il y avait une raison structurelle. Et puis au-delà de ça, il y a le fait qu'on soit arrivé il y a maintenant un petit moment, qu'on ait eu le temps de s'installer, ce qui n'est pas le cas dans tous nos marchés. Je pense qu'on est plus récent que Airbnb de ce point de vue-là. Et puis enfin, dernier élément, il y a
il y a une pénétration en France qui est relativement bonne de tout ce qui est smartphone, etc. Les gens ont l'habitude d'utiliser, on le voit très clairement, on a des statistiques qui nous permettent de voir les points de blocage sur l'inscription, notamment le fait de mettre sa carte bleue sur une application mobile, etc. Ce sont des choses sur lesquelles la France est relativement en avance. Alors, effectivement, donc, la France sont des marchés prépondérants, mais si on va un peu plus loin, est-ce que c'est parce qu'il y a une crise en France que justement on va peut-être trouver d'autres moyens? Est-ce que vous êtes des réponses à la crise, ou est-ce que vous avez vraiment créé un nouvel environnement de consommation et qui n'est pas lié finalement à une économie d'argent? Alors, c'est effectivement une question qu'on nous pose souvent. Moi, je pense que la crise est un accélérateur, mais pas le phénomène principal, la raison principale de l'émergence de la consommation collaborative. Je pense qu'il y a deux phénomènes en fait qui arrivent après en même temps. Un premier phénomène qui est un changement dans les mentalités, le fait de vouloir consommer autrement, on le voit par exemple avec tous les thèmes autour de l'écologie, le fait de vouloir partager, mettre en avant l'usage plus que la possession d'une ressource. Donc d'un côté une modification, un changement des mentalités, et puis de l'autre côté en fait ce qui est super important, parce que ces mentalités n'ont pas changé du jour au lendemain, d'un autre côté ce qui est super important c'est l'émergence de nouvelles technologies qui permettent en fait de mettre en relation des personnes partout dans le monde à un niveau qui n'avait jamais été atteint au préalable. Par exemple Airbnb, mais c'est vrai avec d'autres modèles. Airbnb permet instantanément de mettre en relation un Français avec un Américain, un Japonais, un Australien, un Allemand, et du coup de créer les conditions sur la toile ou via l'application d'une rencontre ensuite qui va se passer dans la vraie vie. Et ça, je pense que ces technologies-là ont vraiment été le facteur clé dans l'émergence et la croissance de l'économie collaborative. Et après, la crise n'est, je pense, qu'un accélérateur. Donc de notre point de vue, c'est pas une question de crise, au contraire, il faut savoir que Uber est à la base un service haut de gamme, et donc nous, notre rôle, c'était d'essayer de convaincre les gens qui peuvent payer plus et être contents de payer plus pour avoir un service qui est très au-dessus de ce qu'ils ont d'habitude. Donc c'était pas quelque chose qui a été favorisé par la crise. Maintenant, évidemment, on se rend bien compte qu'il y a une grande partie des gens qui n'a pas nécessairement envie de payer ce supplément pour avoir un service supplémentaire. Et ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a lancé l'été dernier une offre qui s'appelle l'offre UberX, qui est une offre dans laquelle on a cherché à garder tous les éléments que les gens valorisaient le plus dans le service, c'est-à-dire le fait d'avoir un chauffeur sympathique, une bouteille d'eau, d'avoir quelqu'un qui ne va pas être au téléphone, qui ne va pas mettre la radio à fond, etc. RMC, je crois. Voilà. RMC, beaucoup dans les taxis. Exactement. Et à côté de ça, changer un petit peu le standing des véhicules avec lesquels on a démarré à Paris. On a démarré sur notre offre berline, qui est Mercedes, etc. Et là, on change avec UberX le standing des véhicules sur des véhicules de type Citroën C5, etc., qui permettent de baisser considérablement le prix de la course. Et donc maintenant, effectivement, on se positionne comme une offre qui va même être moins chère qu'un taxi que vous commanderiez à l'avance parce qu'on n'a pas ces frais d'approche. Mais quand on est arrivé sur le marché, et l'essor d'Uber ne s'est pas fait via la crise et via des problématiques de réduction des coûts pour les foyers, pour les individus. Alors, commander à l'avance, je crois qu'il y a des tergiversations judiciaires ou juridiques ou législatives sur le temps d'attente. Je crois qu'il faut attendre 15 minutes. Alors, on a eu une avancée très intéressante hier. Ce qui s'est passé en fait, c'est que les taxis ont cherché à faire imposer en juin dernier un délai obligatoire de 15 minutes entre le moment où vous commandez votre chauffeur Uber et le moment où vous êtes en droit de monter dans le véhicule. Donc, ils vous flinguent. Qui nous flingue exactement parce qu'on est basé sur un fonctionnement on demand. Aujourd'hui, notre temps d'attente, il est entre 5 et 6 minutes à Paris, il est 2 minutes à San Francisco. Donc évidemment, ça nous flingue et c'est pas du tout dans l'ADN de Uber. Maintenant, l'avancée intéressante est que pour l'instant, le gouvernement a lancé un communiqué de presse hier dans lequel il expliquait que ces 15 minutes ne s'appliqueraient pas a priori dans le cas d'un abonnement préalable. Et ça voudrait dire, et c'est pas du tout fait, donc je parle au conditionnel, ça voudrait dire que si vous êtes inscrit sur l'application Uber, que vous avez déjà communiqué vos informations de carte bleue et accepté les conditions générales, à ce moment-là, vous êtes considéré comme un abonné et vous n'avez plus de délai de 15 minutes. Donc, en fait, c'est le gouvernement qui pousse à la fidélisation. Donc finalement, ça devient une opportunité intéressante. On verra. Alors, je crois qu'on s'est attaqué aussi au modèle Airbnb. Les hôteliers français ont essayé de créer comme pas vraiment une class action, mais on essayé de se regrouper, de se fédérer. Je crois qu'aux États-Unis, il y a eu aussi des choses. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment la loi essaye d'empêcher votre essor ?
Alors c'est un sujet qui est assez compliqué, il y a plein de questions différentes dans ce sujet-là. Peut-être juste un petit mot sur les hôtels. Nous, ce qu'on voit, et c'est ce que je disais au début de cette discussion, on se voit vraiment comme une offre supplémentaire et complémentaire par rapport aux hôtels. Et juste en fait 2 chiffres sur Paris pour illustrer ça. Le premier, c'est que les taux d'occupation des hôtels à Paris ont été en croissance régulière sur les dernières années, alors que dans le même temps Airbnb avait une croissance assez importante. Donc ça, c'est la première chose. Donc on voit que les hôtels continuent à avoir leur taux d'occupation augmenté. Et la deuxième chose qui pour moi est encore plus importante, c'est qu'on voit surtout que les usages sont très différents. Donc par exemple, pour donner un chiffre, en moyenne à Paris, un séjour à l'hôtel c'est 2 nuits. Un séjour chez Airbnb c'est 5 nuits. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on est là pour apporter finalement des solutions d'hébergement supplémentaires pour des usages différents. Donc ça, c'est sur la partie hôtellerie. Après, sur la partie réglementation, bon, il y a plein de questions, c'est assez compliqué, etc. En gros, sur la France, il y a une discussion qui est en cours. Et ce qu'on voit, c'est que comme dans tous les pays et toutes les villes du monde où les pouvoirs publics ont pris le temps de bien comprendre quel était ce modèle, de bien comprendre qu'il y avait une différence, par exemple, entre le fait de louer sa résidence principale ou sa résidence secondaire, eh bien, on voit que les décisions ensuite vont dans le bon sens. Nous, on est vraiment pour une avancée en termes de réglementation. C'est un modèle nouveau, il doit être réglementé. Et le fait que les pouvoirs publics, notamment en France, fassent la différence entre résidence principale et résidence secondaire est pour nous une très bonne avancée. Alors, dans la salle, levez la main ceux qui ont déjà consommé du Airbnb, donc soit pour louer, soit pour... pas mal quand même, hein. Il y a quoi? Il y a la moitié de la salle qui lève la main, une petite moitié. Et J'en ai invité beaucoup ce matin. Et combien ont déjà consommé un chauffeur privé, Uber ou autre, hein? Il y a quelques concurrents, pas mal aussi. Bon, bah voilà, donc est-ce que ce panel est représentatif de la France? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça commence. Pour ceux qui n'ont pas encore utilisé Uber, il y a un code UpForum13 avec 20 € offerts. D'accord. Et avec 20 €, on fait 3-4 trajets, c'est ça? Ouais, une dizaine, ouais. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? On peut poser une question à travers Twitter, pour ceux qui nous posent des questions, ou s'il y en a, on peut aller se diriger vers ceux qui ont une question. N'hésitez pas à lever la main. Il est un peu tôt. Un peu difficile le matin de lever Un la main. peu tôt, hein. Ouais. Je vois quelqu'un qui dort, je ne vais pas la On va se réveiller. les poser entre nous. Alors oui, alors vas-y, c'est parti. Pierre Dimitri, que peux-tu poser comme question à Nicolas? Lors de mon dernier séjour à Londres, Alors moi, je consomme Airbnb depuis très très longtemps. J'ai généré 17 000 $ en un an. Et, déclaré et chute. Et non, moi je suis très très content. Et il y a vraiment l'expérience sociale. C'est-à-dire que ma femme, finalement, se fait des copains italiens, américains, scandinaves. Il y a des commentaires dithyrambiques. Et c'est vraiment l'expérience sociale qui joue. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais prendre quelqu'un qu'elle ne sent pas à travers le réseau social. Et ensuite déclencher. C'est-à-dire que c'est d'abord l'approche sociale et ensuite l'approche, je dirais, de consommation. Moi, une question que je me posais justement, parce que j'ai utilisé le service plusieurs fois, et c'est vrai que j'ai le sentiment à chaque fois d'arriver dans les endroits des villes différentes, des appartements différents, mais de retrouver une petite touche, un petit peu finalement comme quand je vais dans un hôtel ou autre et que je me dis, ah ben tiens, c'est le même hôtel ou la même chaîne. Comment est-ce que vous arrivez à communiquer cette touche et faire en sorte que les personnes qui reçoivent aient une certaine, soient capables de communiquer les valeurs Airbnb? Parce qu'on a vraiment cette impression. C'est une recette magique. Non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, c'était une des choses que je voulais aussi, dont je voulais discuter dans la présentation, mais je vais en parler un petit peu en avance. C'est vrai qu'on a un modèle où finalement, on met la marque Airbnb entre les mains de nos hébergeurs, et une énorme partie de l'expérience Airbnb se passe hors ligne, et donc se passe quelque part finalement un peu en dehors de notre contrôle. Et donc, pour nous, c'est clairement un challenge quotidien que de réussir à faire en sorte qu'il y ait effectivement, comme tu le dis, une unité de l'expérience, une unité dans la marque. Et on le fait par plusieurs moyens. On le fait en donnant des outils à nos hébergeurs, qui sont des outils communs. On le fait également par pas mal d'actions de community management online et offline. À titre d'exemple, on a organisé plus de 100 événements en 2012 en France. Donc il y a une partie de communication qui est extrêmement importante. Et j'avais un troisième point, mais je l'ai oublié, donc je le retrouverai.
Alors moi, je vais vous dévoiler quelques secrets. Il y a plusieurs magnifiques appartements j'ai mon dans troisième Paris. point. Attends, Ah bah, d'accord, je te coupe vas-y. la parole. Et mon troisième point, c'est effectivement qu'on travaille sur, c'est quelque chose qu'on est en train de développer de plus en plus, sur ce qu'on appelle dans le jargon des standards, même si j'aime pas beaucoup le mot, qui sont un petit peu finalement les guidelines en termes d'hospitalité qu'Airbnb veut mettre en avant. En gros, qu'est-ce que c'est d'être un bon hôte, qu'est-ce que c'est de bien accueillir quelqu'un chez soi, dans un esprit Airbnb, et on va vouloir communiquer ces guidelines de plus en plus à nos hébergeurs. Alors, dans les lieux à disposition dans Paris, il y a un appartement qui a appartenu à Brigitte Bardot, dans lequel j'ai organisé moi une soirée. Donc c'est extraordinaire, il y a encore tous les vestiges et toutes les images de Brigitte, donc très sympathique. Il y a aussi un appartement que louent Brad Pitt et Angelina Jolie quand ils descendent à Paris. Donc il est sur Airbnb, ils le louent, et je l'ai loué aussi. Donc il y a vraiment des choses. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre que magnifique dans Paris que l'on ne connaît pas forcément ? Donc merci Hervé, grâce à toi, la vie privée de Brad Pitt et Angelina Jolie va être complètement bouleversée. Alors je précise, il a organisé une soirée, c'est plutôt un événement professionnel. Il n'a pas organisé une soirée entre amis. On a pas mal de choses, effectivement, c'est une marque de fabrique aussi d'Airbnb d'avoir des biens un petit peu exceptionnels. On peut louer une île privée, par exemple, aux Fidji sur Airbnb. On peut louer des hébergements assez atypiques comme des cabanes. On a plus de 600 châteaux aussi, par exemple, sur le site. On peut louer un cockpit d'avion, on peut dormir dans un cockpit d'avion. Donc on a effectivement pas mal de choses assez originales sur le site. Ok, alors Uber en France, c'est le leader, vous êtes positionné dans le top 3, comment ça fonctionne ? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal des acteurs, et comment on se différencie ? Quelle est la différence ? Pourquoi on irait chez Uber plutôt que chez tes confrères ? Alors c'est une très bonne question. Il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont sur ce créneau-là. Une des différences, même si elle n'impacte pas directement le consommateur, mais simplement en termes de business model, est qu'Uber, comme je le disais, n'est pas une société de transport. Donc Uber fait de l'intermédiation ou de la mise en relation. On est vraiment une société de technologie pour des petites sociétés de transport. Maintenant, du point de vue du client, ça n'a pas un impact énorme. Je crois que les vraies différences de Uber, c'est la technologie qu'il y a derrière. Et donc, évidemment, il y a la partie émergée de l'iceberg qui consiste à dire il y a une application qui va être fluide, qui va être jolie. On a les moyens et on se donne les moyens d'avoir vraiment d'essayer de chercher la perfection. Et puis, derrière cette application, tout ce qui est calcul de temps de parcours, estimation du temps d'attente, vous êtes capable maintenant de partager le prix de votre course avec plusieurs personnes dans le véhicule. Toutes ces choses-là, ces nouvelles fonctionnalités qui continuent d'arriver, c'est des choses qui nous différencient. Évidemment, le fait qu'on soit maintenant dans 40 villes dans le monde, qui veut dire que demain, j'arrive à Singapour ou à Mumbai, j'ouvre mon téléphone et puis j'ai la même application, c'est une expérience complètement seamless. Et puis enfin, je crois qu'un élément important sur ce créneau-là, c'est qu'évidemment, plus vous êtes gros et plus vous avez une flotte partenaire importante, plus vous êtes capable de fournir un service qui va être fiable et qui va proposer des temps d'attente courts. Et aujourd'hui, Uber est le plus gros acteur sur ce marché à Paris, et donc théoriquement est censé avoir la disponibilité de véhicules la meilleure et les temps d'attente les plus satisfaisants. Enfin, on a une offre qui est elle large aussi en termes de produits, de réponse aux besoins des clients, et donc ça va, comme je le disais, de notre offre berline haut de gamme à une offre UberX qui est un petit peu plus beaucoup moins chère et plus entrée de gamme, des motos, des vannes, etc. Donc on voit que la technologie est une clé pour créer un marché disruptif. Je crois qu'une des clés aussi chez Airbnb, on le voit avec l'ergonomie du site, c'est que tout le front office est essentiel. Je crois même que l'un des fondateurs est un ergonome ou un architecte. Est-ce que tu peux nous... 2 des 3 sont designers, oui. Voilà. Ça sert aussi pour finalement pénétrer et créer un marché disruptif. Hervé, il reste 10 minutes et il y a une présentation, je crois, à passer pour chacun des deux. Ok, très bien. Je sais pas si... Donc oui, vous souhaitez lancer les présentations maintenant ou pas, n'hésitez pas. Ouais. On va lancer celle d'Airbnb par exemple. Allons-y. Alors, donc j'avais prévu 30 slides en 10 minutes, donc on va faire 30 slides en 5 minutes 30. C'est le bouton vert pour faire passer. Pour avancer, okay. Et rouge pour... Super. Bon, je me mets debout un peu par réflexe, mais c'est mieux.
Non, mais très rapidement, en fait. Bon, il y a beaucoup de choses dont on a déjà parlé ici. Donc, le concept disruptif, c'est le fait de se dire, et si tout le monde pouvait louer une chambre chez soi ou son logement entier en son absence. Donc, fondamentalement, c'est quand même quelque chose d'assez logique. Vous partez en vacances, vous partez en week-end, vous avez une ressource qui est disponible, votre appartement qui est vide quand vous partez. Pourquoi est-ce que vous ne le loueriez pas? Ça, c'est le principe de base et donc disruptif. Slide suivante. C'est quelque chose qui est donc qui peut paraître un petit peu aussi incongru parce qu'on se dit bon d'accord, j'ai une ressource disponible, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de faire venir un inconnu chez moi? Et puis en fait, finalement, on se rend compte que c'est assez logique, puisque d'un côté, vous avez des voyageurs, comme je le disais tout à l'heure, à la recherche d'expériences nouvelles, et puis de l'autre, des hébergeurs qui sont à la recherche en même temps de liens sociaux et de ressources économiques nouvelles. Donc finalement, quelque chose d'assez logique. Alors ça, une petite photo pour l'anecdote, c'est le premier Airbnb, donc le logement de nos fondateurs à San Francisco, qu'ils avaient mis à la location à l'occasion d'une conférence de designers à San Francisco. L'histoire est née comme ça. Elle est vraiment née d'un problème. Ils avaient besoin de payer leur loyer. Et en face, des personnes qui venaient à l'occasion d'une conférence de design et les hôtels de la ville étaient pleins. Donc ils se sont dit, on a de la place, ces personnes-là recherchent un hébergement, mettons-les en relation avec nous. Et c'est comme ça que l'histoire est née. Et ça s'appelait au début Airbed and Breakfast parce qu'en fait ils avaient mis, pour l'anecdote, des matelas gonflables dans leur salon, Airbed en anglais. Ils ont fourni le petit déjeuner, donc ils ont rajouté le and breakfast. Et comme c'était un petit peu long, c'est devenu ensuite Airbnb. Donc voilà, comme ça tout le monde connaît maintenant l'origine du nom Airbnb. Puisqu'on parle d'innovation disruptive, la première chose dont je voudrais parler très rapidement, c'est notre produit. Donc on a un produit qui permet finalement de prendre en charge l'ensemble de l'expérience de réservation pour le voyageur et pour l'hébergeur. Donc du côté du voyageur, on a un produit qui lui permet de rechercher des hébergements, de contacter le loueur, de réserver et ensuite de rester en contact avec son hébergeur pendant le voyage. Et du côté de l'hébergeur, publier son annonce extrêmement facilement et gratuitement. On pourrait, avant de communiquer, on pourrait même profiter de certains services Airbnb, comme par exemple le photographe qu'on envoie à notre charge aux hébergeurs. Ensuite, communiquer avec le voyageur, gérer ses réservations en ligne, et puis donc ensuite, il n'a plus qu'à accueillir les voyageurs chez eux et à communiquer avec eux. Exemple on met une grosse emphase, on parlait d'innovation technologique. Bon, je vais pas dire que notre application est une innovation, mais on met une très grosse emphase en ce moment sur le mobile. On pense que on pense que le voyage est fondamentalement mobile. Et du coup, aujourd'hui, toutes nos innovations en termes de produits se font sur mobile avant de se faire sur la plateforme web. Quelques chiffres qui sont assez amusants ici et qui montrent finalement que le monde sera mobile. 3 millions de téléphones activés chaque jour et 370 000 bébés qui naissent. Voilà, je trouve ça intéressant de voir la vitesse à laquelle le mobile... Donc il y aura 10 fois plus de téléphones que de bébés dans le monde dans les prochaines années. Écoute, à un moment, ça risque quand même de se croiser, parce que tout le monde n'aura pas 10 téléphones, mais voilà. Je vais passer sur le modèle économique, parce que j'ai pas beaucoup de temps. C'est surtout ça dont je voudrais parler. Nos hébergeurs garants de l'expérience Airbnb. J'en ai parlé un petit peu déjà dans la discussion. C'est quelque chose de très important pour nous, et j'aime bien réfléchir à notre modèle de la façon suivante. Donc notre mission, c'est fournir des expériences de voyage mémorables, d'accord ? On n'est pas un site d'annonce, on est un site qui fournit une expérience de voyage. Or, nous, on gère finalement la réservation sur le site, et puis en fait, une grande partie de l'expérience, comme tu le disais, Pierre-Dimitri, est gérée directement par nos hébergeurs. Et donc ils ont la marque Airbnb entre leurs mains. Voilà, ça c'est une façon finalement de représenter notre modèle. Vous avez Airbnb, notre réseau d'hôtes ou d'hébergeurs, et chacun d'entre eux est en relation avec nos voyageurs. C'est un modèle du coup qui est assez différent, parce que finalement notre produit est utilisé directement par les voyageurs, mais une grande partie de l'expérience du voyageur se passe un petit peu en dehors du contrôle direct d'Airbnb. Et du coup, comment on gère ça? Pour répondre à ta question, c'était les trois éléments dont je voulais parler. Donner des outils, animer la communauté et fixer et communiquer les standards de l'expérience Airbnb. Donner des outils, c'est notamment tout ce qui concerne la confiance en fait.
Donc là, j'ai mis quelques exemples. On a plusieurs moyens sur la gauche, on le voit, de vérifier l'identité de nos utilisateurs. Mais encore plus important que ça, finalement, c'est tout ce qu'on met à disposition de nos utilisateurs en termes d'outils sur leur profil. Vous pouvez voir, à chaque fois que vous avez une demande de réservation, les notes qui sont laissées sur les profils des utilisateurs, les commentaires, etc. Et j'ai presque fini. Animer la communauté, beaucoup d'événements, j'en ai parlé, plus de 100 événements en France. Je passe les slides à une vitesse jamais vue. Et dernier point, fixer et communiquer les standards de l'expérience Airbnb. Donc ça, c'est quelque chose qui est sur lequel on met vraiment l'emphase aujourd'hui. On a recruté à San Francisco récemment, certains l'ont peut-être vu, Chip Conley, qui n'est pas très connu en Europe, mais qui aux États-Unis est vraiment vu comme le gourou de l'hospitalité. Et on l'appelle comme ça. Et donc il est là pour nous aider à avancer sur ce thème de l'hospitalité. Et on a plusieurs initiatives qui sont en cours. Je vais passer sur la slide suivante. Pardon, si on peut rester sur cette slide-là. Plusieurs initiatives en cours pour mettre en avant ces règles d'hospitalité. Donc un exemple, on vient de lancer à Paris ce qu'on appelle les Check-in Awards. Donc on demande à notre communauté de mettre en place des check-in un petit peu extraordinaires, un petit peu hors du commun. On va les filmer et on va grâce à ça mettre en avant nos meilleures pratiques en termes de check-in. Voilà, j'ai essayé de faire très court. Beaucoup d'informations, je suis désolé. J'avais encore quelques slides, mais je pense que je vais laisser la place à Pierre-Dimitri pour la fin. En fait, la crainte finalement absolue, c'est de laisser son appartement à un inconnu. Alors, comment Airbnb gère cette crainte et finalement, est-ce que ce sont des inconnus quand on leur laisse les clés de notre appartement? Alors, je te réponds avec plaisir, je veux juste qu'il reste 4 minutes. Je crois que Pierre-Dimitri avait aussi une présentation. Il veut 3 minutes, donc une petite on minute pour toi. Une minute en plus. Je réponds juste à la question alors. Non mais c'est une très bonne question et c'est effectivement la première question que pose n'importe quel utilisateur d'Airbnb. On le gère à plusieurs niveaux, on le gère via la plateforme puisque le paiement passe par chez nous. Donc le voyageur paye, l'argent reste chez nous et puis on paye l'hébergeur 24 heures après l'arrivée du voyageur. Ça c'est quand même une garantie importante pour l'hébergeur, de savoir que le voyageur a payé, de savoir que finalement on a une part de contrôle puisque le paiement passe par chez nous. Ensuite, on le gère par un certain nombre d'outils mis à la disposition des utilisateurs. Je parlais par exemple des profils sur lesquels vous avez des commentaires, des notes qui sont laissées. Donc vous savez qui vous fait une demande de réservation. Et puis on le gère enfin grâce à notre service client. Donc si besoin, vous pouvez contacter notre service client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et il est là pour vous aider à résoudre toutes les questions que vous auriez. Et moi, j'ai déjà eu un cas très particulier. J'ai donc 4 personnes qui sont venues chez moi un jour et au bout d'une heure, une des personnes me dit qu'il a une allergie, qu'il ne peut pas rester chez moi. Une allergie aux produits ménagers. Alors c'est vrai que j'avais nettoyé mon appartement pour bien le recevoir et c'était pas évident et ça s'est géré plusieurs fois. J'ai eu la nuit, le jour, les équipes pour gérer intelligemment la situation et la situation a fini par se gérer très très bien. Donc j'en témoigne. Je suis content que ça se soit bien passé. Alors on va passer les slides d'Hubert. Ouais, alors je veux juste insister sur un ou deux slides parce que je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps et de toute façon on a couvert à peu près ce que je voulais dire. Alors, ça c'est l'histoire d'Uber. Donc le modèle est né à Paris. Vous avez les fondateurs. Sur ce constat, c'est très difficile de trouver un taxi dans beaucoup de villes. Qu'à côté de ça, vous avez des flottes de transporteurs privés qui sont inutilisés. Là, on voit des véhicules qui sont un peu inactifs en bas d'un grand hôtel. L'application, pour ceux qui la connaissent pas, elle ressemble à ça et donc elle vous permet de commander très facilement, comme je le disais, un chauffeur. Vous êtes géolocalisé, vous appuyez, vous pouvez estimer le prix de votre course, etc. La facturation se fait automatiquement. Je peux aller plus lentement. Je voudrais garder du temps pour les choses plus intéressantes. Là. Je laisse les gens découvrir eux-mêmes l'application. C'est le côté chauffeur, donc c'est l'interface qu'on met à disposition, la technologie qu'on fournit à nos partenaires transporteurs pour gérer au mieux leur activité et puis pour accepter surtout vos courses le plus vite possible. Voilà, ce qui est intéressant, je pense, c'est deux choses. D'une part, peut-être cette slide-là. Alors, pardon, je voudrais revenir en arrière. Cette slide-là, ça c'est une slide qui illustre certaines des manières avec lesquelles on interagit avec notre base d'utilisateurs. Et je veux dire, Uber est intéressant dans la mesure où il a vraiment placé l'utilisateur au cœur de tout ce qu'on fait.
et on a réussi à créer une marque autour d'un produit finalement qui est de dire tiens, je me déplace en voiture d'un point A à un point B. D'autres sociétés concurrentes n'ont pas forcément réussi à créer cette marque, et ça passe par plusieurs choses. Ça passe par être extrêmement actif quant au retour négatif ou positif des clients qu'on peut avoir, et donc très concrètement cette situation que tu as eu avec Airbnb, de la même manière, une personne sur le terrain à Paris aurait été capable de te répondre dans les 12 heures en te disant tiens, effectivement, on a vu que ton chauffeur, là on voit sur la carte, n'a pas pris le chemin le plus optimal, on va réajuster tout de suite le prix de la course. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, notre délai moyen de réponse est de 12 heures, et c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, et ça, c'est quelque chose qui rassure les gens. On prétend pas être parfait, et il y a toujours des ratés, entre guillemets, il y aura toujours des bouchons qui n'étaient pas prévus, un itinéraire qui n'est pas le bon, mais notre job, c'est de faire en sorte que ça soit oublié, qu'on arrive à follow-up derrière extrêmement rapidement. On voit également la manière avec laquelle on interagit avec notre audience. On utilise énormément Facebook, Instagram. On va poster pas mal de choses presque un petit peu lifestyle qui réussissent à créer un petit peu une marque. Et pour finir, je passe sur la slide suivante qui prolonge un petit peu ce que je disais sur l'idée d'essayer de créer une marque et de créer un petit peu de bruit autour de nous qui sortent un petit peu du simple cadre de dire on est une société de transport point A, point B. Là, vous avez sur cette page différents exemples d'opérations un petit peu spéciales qu'on a mis en place au cours des derniers mois. Qui sont généralement des opérations qui attirent un petit peu l'attention du public, donc qui sont aussi des moyens pour nous de capturer une nouvelle audience et de faire parler de nous. Vous avez par exemple en haut à gauche des Uber Slope qui étaient en fait à Amsterdam sur les canaux, une opération spéciale pendant un week-end où vous pouviez commander un bateau qui venait vous chercher avec votre groupe d'amis. On avait ce même genre d'opération cette fois-ci avec des camions à glace, et c'est la photo que vous avez tout en bas à gauche. Sur laquelle, de la même manière, vous pouviez commander un camion à glace qui venait vous apporter des glaces, etc. pour votre entreprise. Vous voyez certaines autres des opérations pour la Saint-Valentin, pour des journées un petit peu spéciales, etc. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN, être capable d'aller au-delà un petit peu de notre simple métier de transporteur ou d'intermédiaire dans le transport, et d'apporter quelque chose d'un petit peu nouveau et d'un petit peu différent qui pousse à faire sourire et qui pousse les gens à essayer. Donc finalement, dormir ou se déplacer ne sont pas vos réponses. Vos réponses, c'est une expérience mémorable et un moment... On va conclure. Je suis désolé, mais... Ouais, on va conclure, c'est vraiment la conclusion. Et donc une expérience mémorable Airbnb, et puis une expérience différente avec peut-être les travers que vivent les Parisiens avec nos taxis sur RMC, même quand on est au téléphone, c'est du vécu. Donc merci à vous. Si on devait résumer en 3 mots, comment on crée une économie disruptive, ce serait quoi, Nicolas, Pierre-Dimitri? On se bat. Très bien, voilà, 3 ce mots. sera le mot de la fin. Et alors juste 3 mots. Pareil. Un mot. Eh bien, merci à vous. Merci à tous, merci Hervé, on peut les applaudir, merci beaucoup pour ce panel très intéressant.